Bonjour Erwan Benezet, bienvenue. Vous Bonjour. êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, auteur du livre Nucléaire, une catastrophe française, publié aux éditions Fayard. Je voudrais commencer par le nombre de réacteurs à l'arrêt aujourd'hui. Est-ce qu'on a ce chiffre parce qu'il évolue. Moi j'avais vu 24 sur 56, on en est où aujourd'hui ? Alors 24, c'était ceux qui fonctionnaient. On était à un moment à 32. Je pense qu'aujourd'hui, on est à 29 réacteurs nucléaires qui sont arrêtés. Ouais. Là où le chiffre a le plus bougé, c'est qu'on était à 12 réacteurs. Alors, une partie, une vingtaine était arrêtée pour maintenance. De la maintenance, là aussi une partie de la maintenance qui n'avait pas pu se faire pendant la crise Covid et qui a été décalée. Donc il y a eu une charge de maintenance, un calendrier qui a été bousculé. Et puis vous aviez 12 réacteurs qui ont été arrêtés pour un problème qui a été identifié sur certains réacteurs de corrosion contrainte, sur le circuit de refroidissement qui arrive sur le circuit primaire, là où circule de l'eau qui est radioactive. Et aujourd'hui, ce chiffre est passé de 12 à 15. Alors, il n'y a pas eu d'autres réacteurs qui ont été arrêtés. C'est simplement certains de ces réacteurs qui étaient arrêtés pour maintenance. On en profite pour pouvoir diagnostiquer l'étendue du problème de ces corrosions. Oui, alors justement, cette corrosion, est-ce qu'elle a été mal anticipée ? Est-ce que, en même temps, quand un problème arrive, il faut bien le traiter, mais est-ce que dans cette anticipation du vieillissement de nos centrales, il y a eu des défauts, des erreurs de commises ? Alors, sur le problème de corrosion, je ne pense pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en plus, on peut reprocher pas mal de choses à la filière nucléaire et à EDF, mais pas que d'ailleurs. Dès que ce problème de corrosion a été identifié, d'abord par les équipes d'EDF qui en ont référé à l'autorité de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire, la décision a été immédiatement prise d'arrêter la conduite de certains réacteurs. D'aucuns disent d'ailleurs qu'il y a 10 ans, cette décision, ou juste avant Fukushima, cette décision n'aurait peut-être pas été prise et on aurait continué à conduire, ou en tout cas à ce que les réacteurs produisent jusqu'au moment où ils auraient été arrêtés pour une maintenance classique ou un rechargement de combustible. Et là, il a été décidé d'arrêter ces réacteurs, en tout cas tous les réacteurs qui étaient identifiés comme ayant un problème de corrosion. Et alors, j'ai vu qu'il y avait un problème de main-d'œuvre, de main-d'œuvre spécialisée. On a du mal à trouver des soudeurs qui savent travailler dans les centrales nucléaires, ou c'est plus compliqué que ça ? Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la main-d'œuvre sur les chantiers classiques. Ouais. Alors ça, c'est un des problèmes qui a été identifié chez EDF, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, il y a eu une réduction assez drastique des coûts et notamment de la main-d'œuvre. On a externalisé une partie des process, pour parler comme les entreprises, mais en tout cas une partie des réparations ou des interventions qui devaient être faites sur les réacteurs. Et on a identifié, on a favorisé la sous-traitance. 80% des travaux qui sont conduits dans des centrales nucléaires aujourd'hui sont faits en moyenne par des sous-traitants, et on a identifié jusqu'à 7 niveaux de sous-traitance. C'est-à-dire, vous êtes EDF et vous demandez à une entreprise d'effectuer un certain travail qui elle-même demande à une entreprise, qui demande à une entreprise. Et donc il y a une perte de la conduite même des travaux qui a été identifiée et sur laquelle aujourd'hui EDF tente de reprendre la main. Je parlais d'excellence nucléaire dans mes titres. La filière française, elle l'a perdue. Est-ce que vous êtes aussi définitif que ça ? Oui, je le suis définitif. On a perdu l'excellence nucléaire. L'immense majorité, si ce n'est pas pour dire l'ensemble des rapports qui sont faits, effectivement identifient la perte de cette compétence. Je pense notamment au rapport Folz, qui avait été commandé par l'État et qui a été rendu en 2019, du nom de l'ancien patron de PSA, sur les raisons du fiasco du chantier de Flamanville, cet EPR dont la construction a été lancée au mi-temps des années 2000 et qui n'est toujours pas achevé, pour un coût qui a été multiplié par 6 ou 7. C'est ça, c'était 3 milliards d'euros, on est à 3,3 milliards. On est à 12,7. On est à 20 milliards. Ah oui, pardon, j'avais un vieux chiffre alors. C'est que ça change tout le temps. Et on a une date d'ouverture d'ailleurs ? Et pour l'instant, elle est prévue à 2023, mais je ne compte plus le nombre de fois où l'ouverture, la mise en réseau de cet EPR a été publiée. Donc il y a eu un rapport, et dans ce rapport pointait effectivement ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire réduction drastique des coûts,
stratégie à l'international au détriment du parc nucléaire national, sous-traitance, voilà, tous ces points dont je parle notamment dans mon livre. Mais c'est quoi? C'est un manque de cohérence politique, pas seulement de l'équipe actuelle, depuis une vingtaine d'années? Alors, vous me demandez qui est responsable. C'était la grande question de la semaine, hein, puisque on a vu à la fois le gouvernement tirer à boulet rouge sur Jean-Bernard Lévy, le patron d'EDF, mais qui est débarqué. Et puis Jean-Bernard Lévy, notamment au MEDEF, à l'université d'été du MEDEF, se défendre en disant qu'on lui avait demandé de fermer 14 réacteurs, dont les 2 de Fessenheim. Et donc, forcément, il avait dû revoir à la baisse ses ambitions en termes de formation, etc. Je reprends le chantier de Flamanville. Ça, c'était pas une demande de l'État. On n'a pas demandé à l'État justement de retarder l'ouverture du chantier de Flamanville. Et ça a été un fiasco. Donc la responsabilité, selon moi, est partagée. À la fois, vous y faisiez allusion à une absence de cap. Hein. Alors, pour des raisons objectives aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu Fukushima en 2011 qui a rebattu les cartes et qui a durablement saisi la population mondiale et les politiques, mais aussi une volonté de la part ou en tout cas une erreur qui a été de se reposer sur ses lauriers après la mise en service du tout dernier réacteur nucléaire en 2002 en France. Oui. À l'issue d'un conseil de défense sur la situation énergétique, la ministre Agnès Pannier-Runacher a annoncé qu'EDF s'était engagé à relancer l'ensemble du parc nucléaire d'ici à la mi-février 2023. Dans quelles conditions cet engagement a-t-il été pris? Surtout, est-ce qu'il est tenable? Alors, la ministre de la Transition énergétique s'est basée sur les déclarations d'EDF, ni plus ni moins. Ouais. Donc là encore, elle remet sur les épaules le poids de la responsabilité de la bonne conduite de ce chantier, et c'est du déclaratif. Après, donc c'est EDF qui dit on aura remis nos réacteurs en service mi-février. EDF dit en l'état de nos connaissances, on pourrait remettre, on a prévu de remettre en fonctionnement les 32, donc à l'époque c'était 32 réacteurs qui sont arrêtés. Mais 2 petites choses, c'est que d'une part, on ne sait pas, il y a encore 4 ou 5 réacteurs dont on n'a pas intégralement diagnostiqué l'étendue des dégâts sur ces problèmes de corrosion. Donc ça va être en fonction de ce qu'on va découvrir. Et puis, entre-temps, vous avez d'autres réacteurs qui vont être arrêtés. Alors, pas au plus fort de l'hiver, c'est sûr, mais dès la sortie de l'hiver, d'autres réacteurs vont être arrêtés, là aussi, pour maintenance ou rechargement de combustible. Donc vous n'êtes pas sûr que EDF pourra tenir cet objectif. C'était aussi destiné à rassurer les marchés. On se souvient qu'il y a eu un prix du mégawattheure qui avait passé les 1 000 euros fin août. Cette déclaration d'EDF, c'était aussi dans cet objectif-là? Alors, juste pour votre première question, effectivement, je ne suis pas très optimiste sur la possibilité de rouvrir l'intégralité de ces réacteurs arrêtés. Et sur votre deuxième question, effectivement, dans un premier temps, à la rentrée, le gouvernement s'est d'abord adressé à la population française, aux industries, aux collectivités locales, à ses propres ministères, pour dire qu'il faut vraiment se serrer la ceinture avec ce mot d'ordre, la sobriété. Sauf qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient allés un peu trop loin et avaient été alarmistes. Ils ont affolé affolé les marchés. Oui. Et on a vu, notamment au moment de l'annonce du prolongement d'arrêt de 4 réacteurs qui étaient arrêtés pour ces problèmes de corrosion, faire flamber les marchés et effectivement, je crois que c'était le 26 août, vous avez ce prix du mégawattheure d'électricité qui se vend sur les marchés pour 2023 flambé à plus de 1 000 euros le mégawattheure quand il était à 85 euros à la même période l'année précédente. Et là, ils se sont dit mince, parce que le problème, il y a effectivement un problème d'approvisionnement, mais il y a aussi un problème de prix, c'est-à-dire que certes, on peut demander cet hiver à certaines entreprises de modérer leur production parce qu'à un moment, on risque de manquer d'électricité, sauf que ces mêmes entreprises risquent de toute façon elles-mêmes de modérer déjà leur production, voire de demander à une partie de leurs salariés de se mettre au chômage partiel parce que les prix de l'électricité seront tellement élevés que ça coûtera plus cher de produire que de ne pas produire. Merci beaucoup. Merci Erwan Benezet. Je rappelle le titre de votre livre Nucléaire, une catastrophe française, livre qui est publié aux éditions Fayard. On passe à notre débat label Bicorp Territoire au programme.